USA Today. Grégory Volokin nous accompagne depuis New York dans la lumière matinale de New York. Bonjour Grégory, on est ravi de vous retrouver, le président de Mescart Financial Services. Beaucoup de publications d'entreprises à nouveau aujourd'hui, on va y revenir dans un instant. D'abord la tendance peut-être intéressante de voir ces yo-yo de Wall Street après la forte baisse d'hier. On a un rebond aujourd'hui mais dans une moindre mesure. Le S&P 500 gagne 0,6%, le Nasdaq plus 0,9% en ce moment Grégory. Je dirais, ne faisons pas la fine bouche. Il est bienvenu ce rebond parce que la baisse avait été très forte. C'est pas trop compliqué d'expliquer, en tout cas à court terme, ce rebond. Les taux d'intérêt aux États-Unis se détendent. Ça, c'est toujours très positif pour le marché. Et des entreprises qui sont ou bien des grosses banques ou compagnies d'assurance ou entreprises de produits publient là des très bons résultats qui arrivent au-dessus des estimations. Donc le goût amer du début de la saison des résultats est un peu effacé ce matin et on est un petit peu plus optimiste. Oui, on se dit qu'on n'est pas encore franchement sur un toboggan quant aux indices américains et malgré la remontée des taux obligataires, on repart de l'avant, vous le disiez, Nasdaq plus 1% quasiment, plus 0,6 sur les S&P, avec des publications dont on va parler. Il y a aussi des indicateurs économiques intéressants, notamment sur le front de l'immobilier. Aujourd'hui aux États-Unis, ça va nous en dire un peu plus sans doute sur la dynamique économique américaine. On a aujourd'hui les ventes de maisons et les permis de construire américains, Grégory. Oui, que les chiffres soient bons, ce n'est pas étonnant. C'est le mois de décembre, donc c'est quand même un peu, non pas étonnant, mais une bonne nouvelle que ces chiffres soient mieux que prévus. Et puis surtout, que les chiffres soient mieux prévus, alors qu'on sait toujours que le grand problème dans le domaine de la construction, c'est la hausse des coûts des matériaux et surtout le manque de main-d'œuvre qualifiée. Alors, pour revenir à ces chiffres, par exemple, les mises en chantier, c'est en hausse de 1,4% en décembre. On attendait une baisse en décembre. Et les permis de construire en hausse de presque 10% en décembre. Et là aussi, on attendait une baisse. Alors, sur quoi il faut mettre cette embellie, je dirais, du logement? Peut-être qu'il y a un peu plus de personnes qui se sont mis à travailler dans le secteur, qui payent maintenant des salaires très, très compétitifs. Et puis, c'est surtout le secteur des immeubles, en fait, des logements en appartement qui a le plus cru au mois de décembre, alors que les maisons individuelles stagnent un peu. Autre chose qui est positive, en fait, c'est de se dire que même dans un mouvement de hausse des taux, pour le moment, les Américains continuent à acheter, à investir dans l'immobilier. Ce n'est qu'un mois, mais ça fait très longtemps que ces chiffres sont bons. Il faudra que ça se maintienne, même si les taux continuent à remonter. 1,85 en ce moment pour le 10 ans américain. Du côté des entreprises, les banques publient à nouveau. Alors jusqu'ici, les publications du secteur avaient plutôt déçu les marchés, même Goldman Sachs hier. Sauf qu'aujourd'hui, pour le coup, les publications du jour sont saluées. On voit Morgan Stanley et Bank of America progresser chacune de quasiment 2% et donc, manifestement, Grégory, surprendre agréablement le marché. Oui, je vais vous donner le fruit d'une analyse très, 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 très pointue. En fait, les banques américaines, ce n'est pas bonnet blanc et blanc bonnet. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, vous avez eu deux banques qui ont énormément déçu. JP Morgan a surtout déçu d'une certaine façon à cause de la baisse des prêts, du volume des prêts à la consommation. Déçu aussi à cause de la baisse du trading, déçu aussi à cause de la hausse des coûts. Même chose pour Goldman Sachs. Hier, le titre était très puni. Pourquoi énorme hausse des coûts, surtout de l'emploi, et forte baisse du trading, et Goldman Sachs, aussi bien que JP Morgan, dépendent beaucoup du trading. Aujourd'hui, on tourne la page, en fait, parce que le modèle de business, aussi bien de Bank of America que de Morgan Stanley, est différent. Alors, dans le cas de Bank of America, ce qui est très intéressant, c'est que c'est peut-être la banque américaine la plus sensible à la consommation et au taux d'intérêt. Quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, si on regarde la hausse des prêts à la consommation, alors qu'elle était à la baisse chez, par exemple, comme je disais, JP Morgan, là, la hausse des prêts à la consommation est de 1%. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, 1%. Dans le cas de Bank of America, 1%, c'est 51 milliards de dollars de plus de prêts. Bien sûr que c'est beaucoup. Les assets sous gestion ont beaucoup augmenté. En dépôt, en fait, donc plus de 100 milliards de plus. Alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant aussi dans une compagnie telle que Bank of America? Je disais, l'exposition à la consommation, ça va bien. Et puis le fait que là, cette banque finalement arrive à profiter de ce qu'on appelle net
margin, c'est-à-dire tout simplement comment elles se rétribuent en prêtant. Il faut savoir que quand les taux montent, c'est positif pour les banques. Et là, ce net interest margin, donc sa rétribution par rapport au taux, est en hausse de 11%, alors qu'elle était en baisse chez JP Morgan. Donc ça fait vraiment la différence pour cette compagnie. Morgan Stanley est un peu différent de business model aussi. Alors là, c'est moins la consommation, c'est beaucoup plus les fonds sous gestion, enfin l'activité traditionnelle de gestion de fortune. Et puis en plus, tout d'un coup, une surprise agréable. Là, c'est la seule banque où le trading est fortement en hausse. Alors c'est un élément exceptionnel, mais en hausse de 13% grâce à un gain, on ne sait pas de quoi, de 225 millions de dollars. Alors, qu'est-ce qui est si important chez Morgan Stanley? C'est ce qu'on appelle wealth management. Donc, c'est les fonds sous gestion pour des frais de gestion. Hein. Et là, ça représente 50% des activités de Morgan Stanley. Ça représente pratiquement 500 milliards de dollars sous gestion. Et pourquoi c'est tellement important? C'est qu'en fait, quand vous avez des fonds sous gestion, je ne dis pas que c'est des fonds captifs, mais c'est des fonds en général qui croissent avec le marché et croissent aussi par rapport aux nouveaux fonds qui arrivent. C'est pas du tout comme des opérations de trading sur fonds propres. Donc, c'est des revenus très stables. Et là, ils sont nettement en hausse. Et puis alors, dernière chose, il faut se souvenir que JP Morgan décevait, il disait ça va être dur à cause des coûts d'augmenter et d'atteindre notre retour en equity, donc notre rentabilité à 17% sur les prochaines années, alors que Morgan Stanley ce matin disent 20% de rentabilité, pour nous ça ne sera pas un problème. Secteur bancaire à suivre particulièrement et des valeurs bancaires qui repartent de l'avant, notamment celles qui publient aujourd'hui. C'est le cas de Bank of America plus 1,8 ou encore Morgan Stanley qui gagne 1,4% sur le marché américain. Pendant ce temps, que devient Joe Biden? À quelques mois maintenant des élections de mi-terme, l'année s'annonce cruciale bien évidemment et la mauvaise passe de Joe Biden semble, hélas pour lui, se poursuivre. Encore une mauvaise journée en perspective aujourd'hui pour le président américain avec, dites-vous Grégory, une probable défaite cette fois devant le Sénat. Expliquez-nous. Oui, en fait, maintenant, pourquoi il se bat actuellement? Il se bat pour une loi sur la façon de voter des Américains. Les républicains essayent de limiter un peu le vote par correspondance. Les républicains essayent de limiter aussi le fait que jusqu'à maintenant, on n'avait pas besoin tellement de montrer des pièces d'identité quand on votait. Il suffisait d'inscrire sur les listes. Donc, les démocrates veulent passer une loi électorale. Tout le monde se dit, oui, c'est formidable. Et tous les démocrates la veulent, cette loi électorale. Sauf que, une fois de plus, vous avez ces deux démocrates, Manchin et Sinema, qui ne veulent pas, non pas de la loi électorale, mais d'un changement pour faire approuver cette loi électorale. Ce changement, il est vraiment important, hein, puisque c'est le changement à cette fameuse loi qui dit qu'il faut 60 membres du Sénat pour proposer une nouvelle loi. C'est la loi du filibuster. Or, cette loi, ces deux démocrates centristes ne veulent pas la changer. Donc, ça va être un vote que Biden va perdre. Il ne pourra pas changer, à court terme en tout cas, le filibuster. Il n'y aura pas cette loi qui se fera voter sur le changement ou l'amélioration, selon les démocrates, des façons de voter des Américains. C'est, je dirais, un gros revers, en fait, une fois de plus, pour Biden, qu'il avait promis pendant sa campagne électorale. En effet, vote à suivre du Sénat, donc aujourd'hui. Chaque jour, Grégory, vous mouillez votre recommandation à l'achat et parfois à la vente. Aujourd'hui, vous réitérez votre recommandation à la vente sur le titre Peloton sur le marché américain. C'est la descente infernale. C'est la 3e fois que vous êtes short sur ce titre en un an. Le titre valait 100 quand vous l'avez recommandé à la vente pour la première fois. Il n'en vaut plus que 30. Et vous êtes toujours à vendre aujourd'hui. Pourquoi ? Oui, je pense que je vais vous lasser un peu, mais en fait, ça va de plus en plus mal pour Peloton. C'est assez incroyable. On parle même plus de Covid, évidemment. Covid avait été très bon pour Peloton. Tout le monde faisait de l'exercice chez soi. Maintenant, c'est tout simplement le modèle de Peloton qui n'a pas l'air de fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent aujourd'hui, Peloton ? Après la baisse spectaculaire de 70% depuis le mois d'août, qu'est-ce qu'ils annoncent aujourd'hui? Qu'ils vont licencier 41% de leur force de vente et de marketing. C'est pas un très bon signe pour une compagnie qui a vraiment besoin de vendeurs et de marketing. Ils annoncent aussi une chose. Alors là, les clients vont pas être trop contents et c'est des chiffres énormes. Ils disent on va mettre des frais de livraison pour nos produits. Ok, très bien, c'est normal de payer une livraison. Sauf que là, le prix pour faire livrer un vélo, c'est $250, hein, ça fait 220 €. Et pour faire livrer le treadmill, le tapis roulant d'exercice, c'est $350 pour le recevoir chez soi. Et en plus, comme c'est des gros objets, très difficiles à mettre dans sa voiture.
Donc ils disent oui, mais on baisse les prix, mais évidemment, on augmente les prix, mais évidemment les augmentations de prix de leurs produits plus les augmentations de livraison, tout ça, vraiment, ça met la compagnie dans une situation extrêmement difficile. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que elle va peut-être finir tout simplement comme d'autres qui avaient été des succès de mode assez temporaires, pratiquement disparaître. Je rappelle par exemple une compagnie qui avait été des fois cotée à $100, qui maintenant doit être à $3, qui s'appelle Smile Direct. Qu'est-ce qu'il faisait Smile Direct? Tout simplement, il faisait les prothèses orthodontaires sur Internet. On n'avait pas besoin d'aller chez l'orthodontiste, chez le médecin. En ce moment, on peut se dire que pour les vélos de peloton, c'est un peu la même chose. Les Américains ne vont plus dépenser autant d'argent pour acheter un vélo. Covid, ça s'améliore beaucoup. Les gens retrouvent le chemin des salles de sport. Et ça devient de plus en plus cher, justement, d'acheter les produits Peloton. Aucune raison que le titre ne continue pas à dégringoler, non seulement sur les prochains jours, mais sur les prochaines semaines et mois. Troisième fois que vous le recommandez à la vente. Donc, la première fois, le titre valait 100. Il ne vaut plus, en ce moment, à l'instant où on se parle, $30. Il ne vaut plus que $30 et vous êtes encore à vendre. Merci Grégory pour ces recommandations quotidiennes sur cet horizon d'investissement moyen long terme que vous proposez à nos auditeurs et téléspectateurs chaque jour. Le CAC 40 est en hausse à l'image de Wall Street d'ailleurs, les indices américains plutôt dans le vert et le CAC aussi, plus 0,8%, 7188 points, CAC porté par le secteur du luxe aujourd'hui. BFM Business,